Corps à corps. Alors, le 5 avril dernier, s'était tenue au tribunal de Paris la première audience d'un procès en diffamation intenté par l'infectiologue Karine Lacombe, que vous avez eu l'occasion de beaucoup voir pendant la période Covid, qu'on voit un peu moins maintenant. Donc, contre le réalisateur du documentaire Hold Up, Pierre Barnerias, contre docteur Martine Vonner, qui était également député, et le professeur Christian Perron. Karine Lacombe les avait attaqués en diffamation à la sortie du film pour fausse information attentatoire à sa considération, selon les termes de son avocat. Pour vous rappeler un peu juste qui est qui, je vous rappelle, on va regarder qui est une des interventions de Martine Vonner à l'Assemblée alors qu'elle était encore députée, et on regarde ça. En France, 22 500 enfants ont été vaccinés, des tout-petits, en France, à partir du mois d'avril 2021. Pour quelle raison ? Pour quelle raison ces enfants ont été vaccinés ? Pour quelle raison, monsieur le ministre ? Bien. Vous dites que je raconte n'importe quoi, mais vous vaccinez sans autorisation. C'est absolument honteux. Voilà, Martine Vonner. Alors, il y avait le procès juridique et puis un procès médiatique. Je rappelle que le même jour, le jour de l'audience, le 5 avril, il y a eu une tribune publiée dans l'Express titrée Karine Lacombe en procès contre les complotistes. Ça, c'était le titre de l'Express. Donc, une certaine pression médiatique, évidemment, en plus de la pression juridique. Et puis, une pression politique aussi. Je vous rappelle juste celle-ci, mais il y en a eu d'autres. La menace d'Olivier Véran, pareil, depuis l'Assemblée. Là, c'était envers Martine Vonner. On écoute. De la même manière, les procès outranciers en rupture de l'état de droit, en fin de la Constitution, ou je ne sais quel, délire complotiste sur le vaccin qui donnerait le sida ou le Creutzfeldt-Jakob n'ont pas sa place, en mon sens, dans l'hémicycle. Et en même temps, les parlementaires sont là pour représenter dans leur diversité la diversité des opinions qui s'expriment dans la population française. Et c'est justement le propre de la démocratie que de ne pas empêcher un représentant du peuple de s'exprimer. Même si on peut, et je le dis notamment pour celles et ceux qui sont en tribune aujourd'hui, qui nous regardent, notamment les plus jeunes d'entre eux, je voudrais rassurer tout le monde, le vaccin n'a jamais donné, ne donnera jamais ni le sida ni le Creutzfeldt-Jakob. Il faut rétablir le fait scientifique. Chacun ici est couvert, et c'est tout à fait normal, par ce qu'on appelle l'immunité parlementaire, et chacun ici peut s'exprimer librement, en sachant très bien que ses paroles, ses propos ne pourront pas être retournés contre lui devant la justice. Mais je le dis néanmoins, parfois les mandats s'arrêtent un jour. Et parfois, celles et ceux qui continueront de tenir ces propos-là seront alors susceptibles d'en rendre compte devant la justice. Je le dis pour Madame Vonner. Bref. Voilà, on va s'arrêter là. Donc les mandats s'arrêtent un jour et le débat pourra continuer devant la justice. Et il a continué devant la justice, sauf que justice a été faite et Martine Vonner a été relaxée du chef de diffamation à la suite de la plainte de Madame Karine Lacombe. En même temps, il semblerait que les choses bougent du côté des soignants suspendus. On va parler avec Maître Marian. Et puis, il y a les États-Unis où il se passe aussi des choses. En ce moment, Anthony Fauci, je rappelle, l'ancien directeur de l'Institut national des maladies infectieuses, qui jusqu'en décembre 2022 était responsable de toutes les politiques de santé qui ont été mises en place pendant la pandémie. Eh bien, il est pressé par des questions des Républicains, de la sous-commission d'enquête de la Chambre des représentants, sur ces questions de pandémie, sur les questions du gain of function dans le laboratoire PK de Wuhan et sur ces décisions dites scientifiques de mesures de sûreté imposées aux citoyens américains. Je vous propose d'écouter un extrait juste pour qu'on voit un peu la tendance des questions qui sont posées en ce moment à Anthony Fauci aux États-Unis. Écoutez ça. Ce sera en anglais, on fera la traduction, mais pour ceux qui ont la vidéo, il y a les sous-titres. But yet children all over America were forced to wear masks. Healthy children forced to wear masks, muzzled in their schools. And then they were forced to learn from home because of your so-called science and your medical suggestions, while you and all your cronies get paid from Big Pharma. You know what this committee should be doing? We should be recommending you to be prosecuted. We should be writing a criminal referral because you should be prosecuted for crimes against humanity. You belong in prison.
Alors, donc des enfants partout aux États-Unis ont été obligés d'être masqués. Des enfants en bonne santé ont été muselés dans les écoles et ailleurs à cause de votre soi-disant science et de vos suggestions médicales pendant que vous étiez grassement payés par Big Pharma. Vous savez ce que nous devrions faire? Nous devrions recommander que vous soyez poursuivis. Nous devrions rédiger une saisine pénale parce que vous devriez être poursuivis pour crime contre l'humanité. Votre place est en prison, docteur Fauci. Voilà les mots de Debbie Lesko, députée républicaine, donc, qui interrogeait, je crois que c'était avant-hier, Anthony Fauci. On voit donc qu'il y a une tendance à un changement de paradigme sur toutes ces questions du Covid et de la gestion du Covid. Pour parler de tout cela, je suis avec Maître Broussa, bonjour. Bonjour madame. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes donc avocat, président du collectif Réaction 19. Et c'est vous qui avez défendu Martine Vonner dans son procès contre Karine Lacombe. Vous êtes également auteur de ce livre Pour un lendemain sans liberté volée aux éditions Guy Trédaniel. Bonjour Maître Maud Marian. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous également. Vous êtes avocate en droit des affaires internationales. Et membre du collectif Les 300, vous êtes beaucoup battu pour défendre les soignants suspendus et vous venez d'obtenir, et vous allez nous parler de cette bonne nouvelle, la recevabilité, je vais y arriver, d'un recours par la CDH sur les soignants suspendus en France et d'autres actualités pour les soignants suspendus. On va revenir sur toutes ces questions. Peut-être d'abord, Maître Broussa, si vous voulez bien revenir sur ce procès Karine Lacombe, Martine Vonner. Il n'y avait pas que Martine Vonner, comme j'ai dit, professeur Perron et Pierre Barnerias. Ce fut un procès important. Alors, je ne sais pas s'il va y avoir appel de la part de Pierre Barnerias, qui a été condamné à une peine quasiment dérisoire, c'est-à-dire 500 € avec sursis. Donc, ça démontre déjà quelle est l'étendue pénale de la condamnation pour montrer que peut-être il fallait un tout petit peu sévir pour ne pas renvoyer à ces chères études de Mme Karine Lacombe. Oui, et peut-être juste une parenthèse sur Pierre Barnerias, préciser sur quel fondement il a été, je crois que c'était une erreur sur le montant des sommes en conflit d'intérêts qu'il aurait cité dans son Absolument. Documentaire. C'est pour un vraiment détail que j'appellerais technique, qui n'est même pas, selon moi, diffamatoire, mais c'est une erreur matérielle et c'était considéré comme un fait diffamatoire. J'ai toujours le respect de ne pas commenter les situations des autres. C'est pas mon client, même s'il a été au début, parce que j'ai défendu quand même le film Hold Up, M. Cossé et M. Barnerias, dès le début, parce que là, maintenant, on parle de l'affaire Lacombe, mais quand le film est sorti, il y a eu une sorte de déferlante en faisant état du complotisme de ce film, auquel je même participé, parce que je cite effectivement que quand on laisse la liberté, on le retrouvera jamais. C'est un petit extrait qui a été même utilisé pour la promotion du film. C'est pour ça que j'étais aussi dans une position un peu compliquée, étant moi-même, disons, entre guillemets, acteur ou participant à ce documentaire film. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que on a parlé bien sûr maintenant de l'issue Lacombe, on en parle là plutôt dans les médias alternatifs parce que bien sûr quand Mme Lacombe a déposé plainte, tout le monde en a parlé, les mainstream, et je suis allé voir, toutes les chaînes ont parlé de la plainte de Mme Lacombe à l'encontre de Barnerias, de Cossé, de Perron et de Vonner. Naturellement, ça faisait même plaisir à M. Véran qui voulait la tête de Mme Vonner, et ça on l'a vu. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas vu, je suis allé vraiment chercher partout, vous n'avez pas d'informations données. Je suis d'accord, moi aussi je suis allé chercher pour avoir justement des informations sur ce procès. On a la même approche. Donc, ce que je tente toujours de dire de choses un peu sourcées. Je ne suis pas journaliste, mais du fait que j'ai aussi mon activité de média, parce que les réseaux aujourd'hui, pour nous, c'est du média en tant qu'association Réaction 19. Donc, j'ai tendance à être un peu sourcé dans la manière de communiquer. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'à l'époque, les attaques de la part de toutes les chaînes, TF1, Canal+, France 2, etc. Je les ai toutes rejetées. Nous n'avons jamais été attaqués. Et le film en tant que tel n'a jamais été attaqué. En réalité, le monsieur Rudi Reichsteit, qui est même venu, qui est présenté comme un journaliste, alors je ne crois pas que ce monsieur ait une carte de journaliste, donc là aussi, c'est un faux dans le cadre de ses présentations, et bien, est venu sur le plateau et on voit quand même parler qu'on peut démonter chaque intervention, etc. Mais pourquoi ils n'ont pas fait? Ils ne l'ont pas fait
parce que ce n'est pas possible. Parce qu'effectivement, le film est arrivé avec 4 ans d'avance par rapport à la réalité que nous connaissons. Aujourd'hui, on parle de Fauci et de ce qu'il dit, mais quand nous dénonçons, et quand je commençais à dénoncer, parce que je vous rappelle que j'étais peut-être le premier en tant qu'avocat à sortir du bois, à prendre plein la gueule, à être traité de complotiste, à me faire insulter et menacer de mort, comme je l'ai eu depuis effectivement le 28 mars, date à laquelle je commençais à contester tout ce qui s'est passé, eh bien aujourd'hui on voit quand même, alors on voit cette députée américaine qui traite Fauci. Mais ils étaient où les Américains, les Français, lorsque effectivement nous on se faisait chier pour se battre contre le masque, quand je faisais l'opération Oxychild, où je mesurais le taux d'oxygénation des enfants à la sortie des écoles dans lesquelles on avait des taux qui descendaient en dessous de 90, et qu'on me disait c'est un complotiste. Vous savez ce qu'on est arrivé à faire? C'est qu'à la Guadeloupe et à la Martinique, les préfets ont interdit, ont bloqué la vente des oxymètres à la Guadeloupe et à la Martinique pour empêcher les mères de famille de mesurer le taux d'oxygénation. Ouais, alors, je pourrais, sincèrement, votre matinale fait de 7h30 à 9h30, on a commencé un peu en retard. Si vous voulez, on se donne rendez-vous à faire l'émission la plus longue des médias pour vous raconter ce qui s'est passé pendant 4 ans. Parce que pendant 4 ans, j'ai mis ma peau, ma vie, ma famille en jeu et je continue de le faire. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, après tout ce que nous avons dénoncé, tout ce que nous avons alerté, eh bien peut-être on a raison. Quand je disais que l'histoire zoophile ou zoonose sur la naissance, et je disais, mais ce n'est même pas possible. Ce n'est pas possible qu'un pangolin a pu être attaqué par une chauve-souris, parce qu'une chauve-souris ne peut pas faire pas plus de 100 km aller-retour, au maximum de 150 pour aller chercher à manger. Quelle est la distance entre la grotte de la chauve-souris et Wuhan? 1100 km. Non, même ça, c'est des choses que je disais, et on me disait, mais comment il ose dire ça? Mais oui, c'est ça. Il ne pouvait pas y avoir et le pangolin en plus ne peut pas mordre, il n'a pas de dents. Alors quand je racontais ça dans mes conférences, ça faisait rire. Malheureusement, effectivement, nous n'avons pas accès aux grands médias et on a fait notre show. Mais tant mieux que les réseaux sociaux nous ont permis de dénoncer un tout petit peu et faire sortir quelqu'un de la caverne. Donc, la victoire de Mme Vonner, de M. Perron, est une victoire qui n'est pas simplement d'une diffamation contenue dans un film, c'est une victoire aussi du symbolique, film, voilà, de ce film. Mais attention, les déboires de Mme Vonner ne sont pas terminés parce que nous avons quand même une procédure devant le Conseil de l'Ordre national des médecins. C'est un appel sur une décision qu'il a suspendue pendant 1 an, alors que la volonté de M. Véran, et on le voit très bien, et vous avez bien fait de mettre cet extrait, on sent quand même disant, cocotte, tu vas voir, quand tu ne seras plus. Mais M. Véran, c'était une menace ne vous importante. inquiétez pas. Il a fait des menaces, mais M. Véran, il y a, comme dit l'Ecclésiaste, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout, et lui aussi, tous les mensonges. Parce que quand il parle... Mais oui, parce que quand il dit les mandats s'arrêtent, peut-être que le sien s'arrêtera aussi un jour. Il s'est arrêté aussi, parce qu'aujourd'hui... Mais je voudrais vous dire une chose concernant la question des vaccins. Quand il parle et sous l'estrade, disant les vaccins, tout va bien. Non, aujourd'hui, vous savez, en prenant simplement les chiffres réels, on parle quand même de 10 848 morts, mais il faut s'attendre, il faut rester à la réponse qui est donnée par l'Agence européenne des médicaments, qui a été faite à Madame Virginie Joron. À l'époque, elle s'est battue parce que maintenant, elle doit être élue, alors elle s'est remise dans le juron Bardella, donc elle est toute peineuse. Mais jusqu'à encore il y a 2-3 mois, Madame Joron a fait un vrai travail au Parlement. Eh bien, effectivement, là, on a l'affirmation que nous disons au moins la moitié sont des morsures. Alors, vous savez, on parle des morts à la suite du vaccin, comme quelque chose qui fait partie du jeu normal. Mais pardonnez-moi, un mort, c'est-à-dire que nous avons, et je le dis avec force, aujourd'hui, un mot que j'utilise, nous avons une peine de mort sanitaire. Ça veut dire que l'État a le droit de décider que des gens peuvent mourir et doivent mourir pour peut-être en sauver d'autres. Parce qu'aujourd'hui, permettez-moi de vous dire que quand on parle de millions de personnes dont on a sauvé la vie, quand on raconte les bobards sur l'occupation des hôpitaux avec aujourd'hui les preuves flagrantes que ça n'a pas occupé pas 2%, et comme par hasard, il n'y a plus de morts, les cancers avaient quasiment disparu, qu'effectivement, il n'y avait plus de grippe, alors que là encore cette année, il y a eu 6 000 ou 7 000 morts de grippe. Donc, vous savez, la désinformation, ce que M. Maïsto, je crois, dénonçait d'une manière claire tout à l'heure dans sa chronique, et je la partage à 100%, mais c'est ce que nous avons vécu. C'est pour cette raison aujourd'hui, le gros souci, c'est que beaucoup de se sont épuisés pendant la lutte.
Bien Et sûr. aujourd'hui, Mais on va parler d'ailleurs pardon, je vais donner la parole quand même à Maître Marian. Elle aussi, il y a du nouveau. Et du côté des soignants suspendus. Et quand on parle des gens qui se sont épuisés pendant cette lutte, les soignants suspendus, évidemment, sont en première ligne. Maître Marian, merci d'être avec nous également. Oui, vous avez du nouveau du côté des soignants suspendus qui sont, rappelez-le peut-être avant, ceux qui ont le plus payé pour leur combat et leurs décisions. Oui, c'est ça. En fait, la loi du 5 août 2021 imposait la vaccination, non pas seulement aux soignants, mais à toutes les Oui. personnes qui travaillaient dans les établissements de santé, Oui, vous avez raison de le rappeler. plus toutes les professions de santé. Donc, ça faisait quand même beaucoup de monde. Et beaucoup ont fait des recours. Alors, enfin, moi, en tout cas, je vais parler de ce que je sais. Moi, j'ai pris en charge plusieurs recours, un peu plus de 100 recours pour des soignants de l'hôpital public. Et très récemment, là, puisqu'on a reçu cette information la semaine dernière, la Cour européenne des droits de l'homme que l'on avait saisie pour une des soignantes de l'hôpital de Lille a considéré notre requête comme recevable et a transmis au gouvernement français un certain nombre de questions en nous demandant dans un premier temps et jusqu'au mois de septembre d'essayer de trouver un accord amiable avec le gouvernement. Je signale tout de suite que pour le moment, j'ai pas de nouvelles. J'indique aussi parce que il y a une grosse pression évidemment qui s'exerce morale, hein, pas du tout, pas d'autre pression que ça, mais sur ma cliente. Évidemment, qui se sent un peu responsable de la cause pour tout le monde, pour ne pas accepter éventuellement une négociation. Moi, je lui ai dit qu'il fallait rester ouverte, mais quoi qu'il en soit, en tout cas, notre requête est en cours d'examen. Et c'est une première et c'est important parce que effectivement, on espère quand même qu'à un moment donné, les juridictions supérieures, comme la Cour européenne, va faire application de sa jurisprudence dont on a un petit peu parlé pendant la crise sanitaire avec vous, notamment. C'est l'arrêt Vavrica qui avait été rendu dans le courant de l'année 2021, en plein milieu de tout ça. Donc ça rappelez peut-être pour nos auditeurs ce que rendait cet arrêt. Alors, en fait, c'était à peu près, c'était des circonstances assez comparables puisque c'était un dossier qui concernait la République tchèque et des parents qui se plaignaient de la vaccination, d'un vaccin obligatoire pour leurs enfants, qui empêchait l'enfant de rentrer en maternelle, d'être en maternelle, Oui. et avec une sanction pécuniaire sur les parents en cas de refus. Donc la Cour européenne avait dû examiner ça sous l'angle de d'abord, est-ce que c'est possible en Europe, c'est-à-dire dans les pays signataires de la Convention européenne de sauvegarde, est-ce que c'est possible d'imposer une vaccination? Donc la réponse est oui, mais la Cour a précisé que certaines conditions devaient être impérativement remplies, qui concernaient notamment la sécurité du vaccin, le fait que c'était un vaccin qui avait fait ses preuves en termes d'efficacité et qu'il fallait que les sanctions qui soient prises à l'encontre des gens qui refusent cette vaccination soient proportionnées à l'effet positif pour la collectivité de cette vaccination et surtout n'atteignent pas des droits fondamentaux, donc notamment évidemment pas de risque de mort, pas de risque de blessure grave, enfin voilà, un certain nombre de choses comme ça. Donc du coup, la Cour européenne des droits de l'homme pour la première fois avait fixé les conditions de validité d'une obligation vaccinale. Et partant de cette décision, on a fait un comparatif avec le vaccin Covid-19 et évidemment, on considère que les conditions ne sont pas remplies, notamment pour le fait qu'on n'a pas de recul, tous les arguments qu'on connaît déjà, les effets indésirables. Un vaccin en phase d'essai, etc. Voilà, et puis la lourdeur de la sanction pour ce qui concerne les suspendus, puisqu'ils ont été privés pendant 30 mois pour la plupart, pour une grande partie, pendant 30 mois, de tout revenu, ne pouvant pas par ailleurs être au chômage, etc. Oui. Ça, peut-être parenthèse rapide parce que c'est absolument choquant. On était hors de tout système de droit possible en France. C'est-à-dire que d'habitude, quand on est mis de côté, on va dire, surtout en tant que fonctionnaire, on peut quand même percevoir soit on peut faire une formation, soit on perçoit un revenu minimum, mais là, il n'était ni au chômage, ni formation, ni rien, exclu de tout, n'ayant le droit de toucher aucune aide, ni le RSA d'ailleurs. On était dans un monde de fou.
Oui, enfin, j'irais même au-delà de ça, c'est-à-dire qu'en fait, la législation qui préexistait avait déjà prévu le cas des personnes qui refusaient un vaccin, parce que rappelons, et c'est important, je le dis par rapport à votre annonce, les soignants ne sont pas anti-vax, puisque la plupart, enfin, ils ont automatiquement tous les vaccins obligatoires, sinon bien ils ne sûr. peuvent pas travailler. Bon. Oui, vous avez Donc, raison. en fait, Malheureusement, les titres, on est obligé d'être un peu. non, mais c'est très bien, c'est provocateur, moi ça me dérange pas, mais je préfère que ce soit Vous clair. avez En fait, raison. il y a déjà Bien des sûr, ils vaccins sont. obligatoires, il y en a beaucoup pour les soignants. Oui. En Et général, donc, ils ont tous même. Enfin. ils les ont forcément, sinon ils sont pas là. Bon, alors on parle pas forcément de vaccin, on parle d'immunité, c'est toute une nuance, mais enfin ce que je veux dire, c'est que il y a forcément déjà des obligations vaccinales qui pèsent sur eux, et donc le système avait déjà prévu le cas d'un refus, puisque le refus fait partie des droits fondamentaux de la personne humaine. Vous pouvez refuser un vaccin obligatoire. Simplement, ça a des conséquences, et la conséquence était assez j'allais dire cohérente, c'est une inaptitude à l'exercice de la profession et donc un licenciement. Et le licenciement, pour désagréable qu'il soit, entraîne quand même l'ouverture de droits. C'est-à-dire, d'une part, vous touchez vos indemnités de licenciement, et puis vous avez droit au chômage. Donc, si vous voulez, cette rupture du régime antérieur, c'est ça qui est incompréhensible, puisque, comme vous l'avez dit, les soignants étaient privés de leurs revenus, tout en étant liés par leur contrat de travail. C'est-à-dire, ils ne pouvaient pas sortir de cette boucle. Et c'est ça qui est choquant, et c'est ça qui pose un gros problème de droit, incontestablement. Et là, jusqu'à maintenant, il y a encore des soignants suspendus qui étaient donc dans cette situation, pas licenciés, mais impossible de travailler et sans revenus. Alors, non, les soignants ont été réintégrés. Oui. Alors, c'est un peu compliqué parce que l'obligation vaccinale a été suspendue elle-même. Alors ça, c'est le régime des suspensions sur suspension. Donc, l'obligation vaccinale continue à exister dans le droit, mais elle n'est plus appliquée depuis mai l'année dernière. En revanche, effectivement, si on parle de réintégration, parce que là, pour le coup, c'est la question, ça a été très compliqué. On a des situations individuelles qui sont très disparates. Donc, certains ont réintégré sans problème. D'autres se sont vus refuser l'accès à leur poste antérieur pour des raisons souvent pas valables. Donc, ont pu être amenés à refuser le poste qu'on leur proposait. Enfin bon, c'est très complexe. Et puis, il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont pas voulu retourner à l'hôpital, enfin, dans leur poste précédent, et on peut le concevoir. Toutes les situations. Par contre, effectivement, les gens qui avaient contesté à l'époque leur suspension, on voit leur procès toujours en cours pour la plupart, que ce soit des personnels du privé ou du public, parce que les juridictions n'ont pour la plupart pas tranché les dossiers. D'accord. Et vous aviez d'autres nouvelles, d'autres choses qui avançaient dans vos procès et vos procédures? Oui, alors évidemment, ce ne sont pas des victoires définitives, je le souligne, mais je tiens à le dire parce que c'est important que pour ceux qui sont dans la situation, puis aussi pour vos auditeurs, c'est que les procès qui ont pu être faits n'ont pas tous abouti, on ne va pas se mentir, mais certains ont pu aboutir à des décisions intéressantes. Donc, en privé, on l'avait déjà dit à l'époque, mais je le redis, dans le privé, il y a eu des belles décisions de référé qui ont l'air de tenir. Même devant les cours d'appel. Donc, on a du personnel des établissements privés qui ont pu voir leur situation réglée dans une procédure d'urgence. À ce jour, on a très peu de décisions sur le fond. Alors, qu'est-ce que c'est une décision sur le fond? Ça veut dire une décision qui va concerner vraiment la situation dans sa globalité, qu'on va pouvoir juger. Et de toute façon, quand on a des décisions sur le fond en privé, on n'a pas encore de décision qui puisse faire jurisprudence selon la formule consacrée, c'est-à-dire une décision d'une juridiction supérieure qui viendrait trancher définitivement tout le régime de la suspension d'août 2021. Très sincèrement, on n'aura rien avant plusieurs années. Je pense qu'on peut parler entre 5 et 10 ans pour la plupart, parce que s'il faut aller jusqu'à la Cour de cassation, on comprend bien que c'est extrêmement long, surtout en France en ce moment, c'est encore plus long que d'habitude. Pour ce qui concerne les personnels du public, donc, qui défendent devant les tribunaux administratifs, j'ai eu notre collectif et d'autres, parce que Maître Brusa fait ça aussi. On est très nombreux, il ne faut pas focaliser sur un avocat. Il y a encore beaucoup d'avocats qui sont mobilisés pour ces causes-là. Devant les tribunaux administratifs, on a eu des belles décisions également, y compris massives. Par exemple, à Grenoble, on a eu toute une série de décisions de réintégration. La grosse difficulté aujourd'hui, c'est d'abord qu'on a une diversité des positionnements des tribunaux administratifs qui, d'un département à l'autre, ne sont pas du tout en cohérence. Bon, il faut attendre que les cours d'appel et peut-être au Conseil d'État.
forcément se positionnent. Mais surtout, ce que j'ai noté, ce que je trouve assez choquant, c'est une disparité dans l'exécution des décisions. Vous avez des décisions qui ont été totalement exécutées. Sur Versailles, par exemple, l'Académie de Versailles a totalement indemnisé une de mes clientes, enfin, a restitué ses salaires à une de mes clientes. Par contre, vous avez la plupart des établissements hospitaliers refusent de payer Parce les que salaires. l'académie, ça devait être une pharmacienne d'école ou enfin Alors, c'était une médecin scolaire. une infirmière d'école, oui, Effectivement. médecin scolaire. Voilà. d'accord. Donc, pour dire que là aussi, c'est assez étrange. On a manifestement le ministère de la Santé, ou en tout cas les Oui, établissements qui est plus hospitaliers. récalcitrant que celui de l'éducation nationale. Voilà, c'est pas le même Intéressant, traitement. oui. Intéressant. Sur des débats plus ou moins étranges. On a obtenu aussi en référé l'obligation pour les établissements hospitaliers de remettre les fiches de paye des personnels suspendus, même si sur la fiche de paye, c'est marqué 0. C'est très important parce que pour certains, pour faire valoir leurs droits au Bien sûr, chômage, bien sûr. ils en ont besoin, donc c'est important. Donc, C'est quand même avance. dingue qu'on en soit là, surtout. Voilà, alors on avance, hein, c'est pas encore merveilleux, mais on avance et ça vaut la peine de continuer. C'est ça que je voulais dire. Beaucoup de gens en ont vraiment marre et je le comprends. Oui. Mais en tout cas, voilà, certains tiennent, certains sont toujours aussi déterminés. Oui. Alors, je vais me retourner du côté de Maître Broussa. Est-ce que vous avez entendu aussi Maître Marian? Est-ce que finalement, avec tout ça, vous avez l'impression quand même qu'on change aujourd'hui, on change d'air et qu'éventuellement, on serait dans un moment plus positif pour toutes ces personnes qui se sont battues? Bon, moi, je suis un petit peu plus réaliste que ma consoeur, que j'estime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous avons déjà de l'autorité de la chose jugée. Le Conseil d'État a pris des positions très claires, saisies par certains confrères qui ont cru que le Conseil d'État était une juridiction. Le Conseil d'État, les tribunaux administratifs ne sont pas des juridictions, ce sont des fonctionnaires qui jouent à faire les juges. Donc moi, j'exprime mon désarroi, pas du travail fait par Maud et par moi-même, c'est que nous sommes jugés par des gens qui ne sont pas là pour faire rendre la justice de manière en tant que tiers impartiaux et désintéressés. À partir de là, comme je dis toujours à mes clients, aujourd'hui, comme effectivement le vaccin Covid est une roulette russe, nos actions sont des roulettes russes. Ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, il est impossible de dire à un client si nous pouvons gagner ou pas. Et en réalité, on gagne sur des pacotilles. Mais sur la question essentielle, comme il était dit, la loi du 5 août, elle est simplement suspendue par un décret du 23 mai, qui dit simplement que par rapport à la situation sanitaire, la vaccination est suspendue, mais la vaccination est toujours obligatoire, alors qu'aujourd'hui, nous savons pertinemment que le vaccin tue. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'annexe Pfizer, par exemple, sur les myocardites et les péricardites, dont ils disent qu'effectivement, aujourd'hui, on a des issues mortelles qui sont avérées, et ils utilisent dans le Vidal le mot fatal. Alors, quand vous avez un effet secondaire affiché dans la notice qui dit de manière claire que vous pouvez crever, ça s'appelle un rouleur russe, ça s'appelle un homicide volontaire selon la Cour de cassation, quand on joue à ce type de jeu. Quand vous parlez de la question de la suspension, ce n'est pas une opération franco-française. C'est une opération qui a été montée au niveau européen, parce que je vous rappelle que dans tous les pays où on appliquait la suspension, était la suspension non rémunérée, et le premier pays, c'était l'Italie avec le décret loi du 1er avril 2021. Quand je vais dire 1er avril 2021, c'était pas pour son avril, mais j'ai dit ça va arriver en France. Les gens m'ont rionné, m'ont dit mais vous êtes fond, nous on est en France, on est pays des droits de l'homme, ça n'arrivera jamais. Non, c'est exactement le même processus. Mais si je ne me trompe pas, au Royaume-Uni, pour le coup, il y a eu des excuses qui ont été données et ils ont été remboursés de toutes les... Oui. Et les États-Unis, et aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, je vous rappelle qu'on a licencié des gens, et la Cour de New York, parce que pas la Cour suprême, là il y a toujours une erreur, c'est la Cour de New York, a dit que cette suspension, ces licenciements étaient illégaux et qu'ils devaient, le cas échéant, réintégrer si les fonctionnaires demandaient à être intégrés. Il faut bien lire les décisions. Donc, quand on parle aujourd'hui de la réalité de la vaccination obligatoire et de ses effets, nous avons une législation qui existe toujours. Je parle de loi et pas de droit, parce qu'il ne faut pas confondre le droit et la loi. Ce n'est pas parce que le législateur a décidé que les 11 vaccinations sont obligatoires que c'est légitime. Ce n'est pas parce que le législateur a décidé qu'il y ait une vaccination obligatoire pour les soignants, les militaires, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que des policiers, des gendarmes, des gens de l'armée ont fait, parce que pas les policiers, justement. C'était les seuls épargnés parce que ça c'était bien pratique pour le gouvernement.
Oui, mais c'était une extension qui était faite aux gendarmes, aux militaires. Et effectivement, n'étant dans le même ministère, c'était quand même paradoxal que vous aviez des gens sur le terrain comme des gendarmes qui sont à côté du palais de justice ou du palais du roi Macron, et de l'autre côté, vous avez un était vacciné et l'autre qui parlait à côté ne l'était pas. Oui. C'est des choses que j'ai disais parce qu'en plus, mon cabinet était à côté de l'Élysée. Donc, combien de fois je passais et je retrouvais des gens qui disaient « Ah, on vous suit, bah, merci, merci pour vous, j'ai réussi, etc. » Donc, nous avons vécu et nous sommes toujours dans cette opération dont aujourd'hui on connaît la supercherie. Aujourd'hui, on sait qu'on a vécu la plus grande escroquerie sanitaire, chère Clémence. Le problème qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, il faut trouver le juge qui est en vie. Quand elle parle de la Cour européenne des droits de l'homme. Oui, alors justement, j'allais vous poser cette question. Est-ce qu'on peut avoir la Cour européenne des confiance? droits de l'homme. Est-ce que ça peut être notre planche de salut? Mais pas du tout. Mais il faut arrêter de raconter des bobards aux gens. Parce que si on veut être sincère, et on veut faire, il faut, nous aussi, dans des médias un peu alternatifs, être sincère. La Cour européenne des droits de l'homme, c'est une bande de juges qui sont nommés, la plupart par des organisations gouvernementales. Vous savez combien a touché la Cour européenne des droits de l'homme versée par Soros et Co? Ils ont touché 1 800 000 € pour aller faire des formations à Tahiti et dans les îles Hawaï. Et ça, c'est la réalité, cher ami. Et vous croyez que ces gens-là sont là pour juger? Vous savez, toutes les décisions de la Cour européenne, il y en a beaucoup qu'on prend. Mais combien de fois l'État français n'a pas voulu faire prendre des lois, etc., et attendre la Cour européenne pour dire « Ah, vous voyez, c'est pas moi qui l'ai décidé, c'est la Cour européenne, c'est comme quand le Conseil d'État... » Alors, attendez, d'accord, j'ai compris. Donc, c'est pas notre planche de salut, on a compris pourquoi. Mais attendez, vous nous dites, le Conseil d'État, c'est pas des juges, c'est des gens qui sont pas là pour rendre la justice, ils sont entre eux, c'est des uns. Au CEDH, on peut rien en attendre. Alors, déjà... Justice pardon, pénale. La justice pénale, que Maud Marion connaît très bien, ce sont les seuls. Parce que malheureusement, heureusement, nous avons quand même un juge que nous critiquons beaucoup aussi, s'appelle le juge d'instruction, mais au fond, c'est le seul et le plus indépendant, parce qu'il peut, par sa position, est-ce qu'il est encore indépendant avec les dernières réformes? C'est encore une autre question. C'est difficile à dire, mais c'est encore il y a eu quand même quelques enquêtes, quelques procédures diligentées par des juges d'instruction à l'encontre, effectivement, de ce qu'était la position dominante du pouvoir. Le seul problème, quand vous regardez le pouvoir, regardez ce qui se passe à la CPI pour M. Netanyahou. Oui. Alors, on a un procureur qui réclame et qui demande un mandat d'arrêt. Oui. Normalement, c'est une entité qui doit être autonome, qui ne doit pas être jugée, mais qui doit agir comme les tribunaux. Et vous avez la démonstration de la conception de la justice que les élites ont, c'est qu'effectivement, parce qu'il s'agit de Netanyahou et d'Israël, qu'effectivement, il y a une déferlante de la plupart des grandes démocraties à l'encontre de cet organisme. Je rappellerai à tout le monde que la CPI n'est pas une institution privée. La CPI est l'émanation de l'Organisation des Nations Unies. Oui. Alors que l'OMS, par exemple, est une institution privée. Et là, on se plie et on dira, mais merveilleux si l'OMS va décider. Donc, il y a aujourd'hui une situation qui est la situation de la construction de la destruction de nos démocraties, de nos républiques, la construction d'une entité nouvelle qui est l'Europe, que je dénonçais, du traité de l'Union, qui est un traité qui ne donne pas d'espoir, parce que tout a été mis en place dans le mensonge. Aujourd'hui, vous parlez des élections, tout à l'heure, on parlait des campagnes électorales. Oui. Mais nous sommes en train, le 9 juin, de élire et de suivre un coup d'État. Est-ce qu'un Parlement peut se définir Parlement lorsqu'il ne vote pas les lois? Pas du tout, ce n'est pas un Parlement, c'est un comité consultatif, parce que le Parlement européen ne vote pas les lois. C'est-à-dire qu'un Parlement existe quand il vote aux lois. Vous savez, une république se divise au minimum en trois pouvoirs différents. Le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, auquel on peut rajouter le pouvoir médiatique, parce que si Montesquieu était là, il aurait certainement rajouté ce quatrième. Eh bien, nous n'avons pas. Le pouvoir judiciaire est une autorité qui fait partie de l'exécutif, qui fait partie de ce qu'on appelle une entité qui est là pour appliquer les lois. Donc, automatiquement, ce n'est pas un pouvoir, donc il n'y a pas d'autonomie. En Europe, l'institution, le traité, qu'est-ce qu'il a fait de ce... Le Parlement, vous savez qu'un Parlement, le Parlement ne peut même pas européen. Arriver à bloquer le Parlement européen. Il ne peut même pas bloquer une décision prise par la Commission. S'il vote, même à 2 tiers, une décision de la Commission... S'il vote en majorité, il peut à 2 tiers, non? Pas du tout. Il faut le Conseil de l'Europe a encore le Conseil de l'Europe, le Conseil européen a encore le pouvoir de bloquer éventuellement la décision du Parlement. Alors, il ne faut pas raconter les bobards. Ça veut dire qu'en réalité, aujourd'hui, je vous assure, je vous mets au défi, vous êtes une journaliste très sérieuse, trouvez-moi une décision de la Commission qui a été bloquée par le Parlement européen. Il n'y en a pas.
Ça veut dire tout simplement que nous élisons des guignols qui ne sont pas. Mais, et qu'eux-mêmes, ils ont la campagne électorale. Mais quelle campagne? Pour faire une campagne électorale, déjà c'est le mensonge de promesses. C'est magnifique. Mais une campagne électorale existe quand celui qui promet quelque chose peut avoir une parcelle de pouvoir pour le faire. Mais quand vous n'avez pas cette parcelle de pouvoir, vous me promettez quoi? D'ailleurs, vous voyez très bien que les campagnes électorales qui étaient faites sont des campagnes électorales dont on a l'impression qu'on attend de voter le conseil départemental de Eure-et-Loir. Parce qu'effectivement, qu'est-ce qu'un député européen peut-il promettre à ses électeurs? Je vous fais faire des ponts, des routes, des chaussées, on va faire l'Europe libérale, magnifique. Mais c'est des conneries monumentales. C'est-à-dire que, je le regrette, mais 4 ans à mâcher du matin au soir. Oui. Du droit, parce que moi je ne fais pas, je fais du droit. Oui. Et décortiquer tous les textes, analyser vous savez, même les 11 vaccins, actuellement, je suis en train de me battre. Comme par hasard, RMC a fait une émission hier sur le fait qu'il y a des remises en cause des 11 vaccins. Parce qu'effectivement, ils n'ont pas osé me citer, mais c'est là qu'il parle. Vous savez, on est dans l'illégalité. Vous avez une vote d'une loi qui a imposé 11 vaccinations, mais pas 11 vaccins. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez des médecins qui font la prescription et l'ordonnance pour un vaccin qui a été décidé par l'Agence de sécurité des médicaments, mais qui n'est pas du tout... La différence, et Maud Marion le sait très bien, que pour le vaccin Covid, c'est une disposition légale, ensuite déléguée à la réglementaire, pour imposer les vaccins ARN messagers. Et se souvient très bien l'article 2 qui a imposé l'ARN messager. Ça veut dire qu'effectivement, la chose tordue, c'est qu'on n'avait pas seulement la vaccination obligatoire, c'était la vaccination plus le type de vaccin. Alors, ce n'est pas le cas pour les 11 vaccins. Et quand vous prenez tous les effets secondaires, que vous regardez les tests, je rappellerai tout le monde que la loi du 30 décembre 2017 qui a modifié le Code de la santé publique, a été désapprouvée par le comité scientifique de l'époque. Il disait qu'elle était inutile. Et comme par hasard, comment se fait-il qu'encore une fois, les politiques sont passés en force? Et Martin Vonner, que je connais très bien, qui a voté, il m'a dit, mais Carlo, je n'avais pas... Il a fallu que moi-même je vis la crise Covid pour comprendre qu'est-ce que je portais et quelle était la voie que j'étais en train de porter. Alors, je vais quand même donner ma parole pour finir à Maud Marion. Vous avez entendu tout ce qu'a dit Albert, Maître... oui, Carlo. Maître... Vous n'avez pas besoin de... Vous savez, là, je suis plutôt content que président de l'Action du 9. Maître, c'est un titre de ma profession. Mais moi, je suis là en tant que citoyen. D'accord. Alors, on va faire réagir Maître Marion. Vous pouvez m'appeler même Carlo, il n'y a aucun problème. D'accord. En tout cas, ma question, et pour finir et pour conclure, ça va quand même dans le bon sens. On a encore beaucoup de travail. Quelle est votre conclusion, votre paysage général de la situation? Moi, j'ai toujours pensé que le temps jouerait pour nous. Donc, effectivement, il y a des informations qui émergent de partout concernant les effets secondaires, concernant l'excès de mortalité, concernant même les garanties de production du vaccin. Enfin, il y a tellement de choses qui émergent tranquillement. Moi, je suis effectivement plus optimiste que réaliste peut-être, mais je pense que le fait de maintenir des procédures, c'est important, et que même si on peut effectivement faire la critique du système, de toute façon, pour l'instant, c'est celui qu'on a. Ah oui, c'est ça. Et qu'au moins, l'avantage, c'est que moi, en tout cas, individuellement, incontestablement, ça a pu sortir des gens de la difficulté, donc ça me paraît important. Mais de toute façon, vu le temps de la justice, on peut estimer que peut-être, on peut espérer que peut-être effectivement tout ça sera à un moment donné relativement clair ou beaucoup plus clair, et que les positions qu'on a pu prendre de suspicion ou de doute soient validées. Après, je ne conteste pas que la justice pénale sera sans doute plus efficace pour plein de raisons. Est-ce qu'elle est en capacité aujourd'hui d'être plus efficace? Est-ce que ça sera le cas dans les années à venir? De toute façon, je reste absolument persuadée que le temps joue pour nous, et que les informations réelles et les vraies informations scientifiques finiront par émerger. Donc, je reste quand même optimiste. Et puis, je précise quand même que si chez nous, ça prend du temps à arriver, il y a quand même des pays où ça réagit plus vite. Oui. On a cité tout à l'heure l'article du Télégraphe qui reconnaît qu'il y ait, alors je n'ai plus les termes exacts, mais en tout cas, un nombre de décès très important depuis la vaccination. Donc voilà, on voit quand même que cela bouge et que d'autres pays sont plus efficaces que les nôtres.
d'ailleurs même les Américains, parce qu'on a pu voir cette commission d'enquête. Je me permets de dire une chose. Alors, une chose, oui, je rappelle simplement que la plainte contre Mme von der Leyen a été déposée en France le 18 mars 2023 par Action du 9 et par 150 adhérents, et qu'aujourd'hui, il y a des enquêtes préliminaires en cours en France. Nous allons les communiquer à Liège. Deuxièmement, une assignation contre Pfizer, parce que, vous savez, quand vous avez un crime, un juge d'instruction ne cherche pas les complices, il cherche d'abord l'auteur. Et donc, enfin, je prendrai mes responsabilités. D'ailleurs, j'ai déposerai la plainte au nom de Réaction du 9 signée par moi pour éviter que les personnes soient poursuivies, parce que ma vie va être en jeu, et je le sais très bien, parce que déjà, j'ai reçu des menaces pour le fait de déposer cette plainte contre Pfizer, mais on va la déposer. On va la déposer parce qu'effectivement, c'est le seul moyen, parce que les mensonges est avéré. Aujourd'hui, je termine sur ça. Quand vous avez dans les contrats Pfizer, ce que nous avons pu obtenir, l'article 5.5 qui dit l'acheteur déclare avoir été informé par le fabricant qu'il ne connaît pas de l'efficacité de son produit et il ne connaît pas les effets. Ça, c'est dans les contrat, et que le même jour, le 31 mars, date à laquelle Pfizer a signé un contrat avec l'Afrique du Sud, ils disent « Ah, c'est génial, notre vaccin protège, pardonnez-nous, pas 100%, à 95%. Oui. Et quand vous avez ça devant vous, vous comprenez très bien qu'il y a un petit problème. Et ces problèmes-là, c'est effectivement une tromperie en bande organisée avec une association des malfaiteurs à la clé. Allez, merci à tous les deux, merci beaucoup. Je rappelle Maître Carlo Alberto Brussa, avocat, président du collectif Réaction 19, et donc avocat, association, pardon. Voilà. Et vous avez défendu Martine Vonner, Maître Maud Marian, donc avocat en droit des affaires internationales, droit pénal des affaires, et puis de tous ces soignants suspendus. On a parlé des recours tout à l'heure. Merci beaucoup à tous les deux.